faites, à qui je m'adresse, comment ça marche, etc., etc. Et ça, c'est donc un vrai sujet par rapport à tout ça. Je vous propose 3 étapes pour progresser un peu là-dedans et surtout vous faire une idée au fait, avant de faire de la communication, de la prise de parole, du marketing et du développement commercial, savoir qui vous êtes et où est-ce que vous vous positionnez. D'accord? Donc la règle, c'est toujours la même. Vous devez être sur un terrain identifié avec des gens, clients, entreprises que vous allez cibler. Ces entreprises, elles vont avoir un problème et ce problème doit être suffisamment significatif ou il doit faire suffisamment mal. On dit une épine dans le pied, hein. L'épine dans le pied doit faire suffisamment mal pour que les gens cherchent à se renseigner ou à s'entourer ou à se faire accompagner pour retirer cette épine du pied. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un sujet clé et j'attire tout de suite votre attention là-dessus. C'est de dire la plupart, mais genre plus que 80% des signatures de projets se font par rapport au moment où il y a un problème. Et le problème, il doit être tangible, on doit le toucher du doigt et ça doit faire mal, tellement mal qu'on est prêt à mettre de l'argent pour payer quelqu'un pour résoudre ce problème. D'accord? Donc il y a tout un pan de services qui sont des services de je vais t'aider à faire mieux, je vais t'aider à améliorer, etc., avec ça. En fait, ça fait pas mal. Et donc la motivation pour payer, c'est pas du tout la même. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est pas du tout la même approche. Et donc, moi, je prends le parti pris que quand on rencontre une nouvelle entreprise, quand vous signez un nouveau client, il y a de très 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 fortes chances pour que ce client, vous le touchiez de manière à lui dire tu as une épine dans le pied, je vais t'aider à l'enlever. Et une fois que vous êtes chez le client, vous avez noué un relationnel, etc., etc., et ben c'est là où finalement il y a une relation de confiance qui s'installe et c'est là où vous pouvez vendre d'autres choses, des fois des choses un peu plus créatives, etc., etc. Et les étapes qui sont présentées là, c'est des étapes basiques. Et je fais juste une petite parenthèse. Là, je suis en plein écran et donc je n'ai pas accès aux commentaires et aux vidéos. Donc je compte sur Gilles, s'il y a un commentaire ou une main levée ou quelque chose comme ça, de me faire une petite notification, si ça va. Et puis je pense que comme on est en petit comité aujourd'hui, on peut interagir directement par vive voix, ça va être plus sympa et plus interactif. Ok, moi Ouais, je suis assez partant. top. Alors c'est parti. Donc 3 étapes, d'accord? La première étape qu'il y a quand vous devez sélectionner le marché de clients, c'est de rester sur quelque chose de concret en termes de cible. Et quand je dis concret, c'est tangible. Il faut que ce soit, on puisse nommer un peu la cible. Et donc ce travail, c'est un travail de distillation, comme je dis, il va passer par 3 niveaux de zoom. Le niveau de zoom numéro 1, c'est celui que tous les gens qui commencent à travailler visent. C'est dire, c'est quoi mon marché adressable? En fait, c'est le fantasme de tous les clients qu'on pourrait avoir grâce à tout ce qu'on sait faire. Et ça reste de l'ordre du fantasme, malheureusement, parce que souvent, le marché adressable, c'est un marché qu'on n'arrive pas à adresser parce qu'il est tellement large qu'on ne sait pas par où le prendre, ça ne va pas du tout. Et donc, ce marché adressable, c'est vraiment le niveau de maturité 1. C'est les gens qui réfléchissent comme ça, vont dire, OK, ben, ça va être le réseau direct, le réseau indirect, ma zone de confort, ce que j'aime bien faire, les gens que je pourrais rencontrer, etc., etc. Et donc, en fait, il faut que je trouve quelque chose qui passe un peu partout et que je puisse, voilà, pour que je puisse toucher un max de monde. D'accord? Donc ça, c'est le marché adressable, zoom numéro 1, mais qui est un mauvais zoom. D'accord? Parce que ça reste, c'est du fantasme. On n'arrive pas à vraiment arriver de manière tangible à dire, OK, ben, c'est telle ou telle personne. Une fois qu'on passe, on prend ce marché adressable et on zoome. Et on dit, voilà, ben, en fait, sur ce marché adressable, c'est-à-dire les PME, les ETI, les startups, les grands groupes qui font de la transformation ou de la digitalisation, etc., etc., bah on se dit, OK, bah en fait, là-dedans, qui c'est que j'adresse? Et on n'adresse pas n'importe qui.
on adresse quelqu'un avec qui on va avoir ce qui s'appelle des points d'affinité, c'est-à-dire une expérience fonctionnelle, une expérience sectorielle et des connaissances, soit des connaissances compétences, soit des connaissances du réseau qu'on a en commun. Parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil reste principalement un métier de bouche à oreille et de recommandation. C'est très rare de créer une campagne en ligne et de faire du marketing et des newsletters et tout d'un coup avoir des clients. C'est très rare. Tout le monde va vouloir vous vendre ça parce que ça fait vendre la prestation en développement commercial. Ça reste quelque chose de très rare. Donc, prendre en compte, c'est de dire, OK, bah, finalement, les gens que j'adresse, il faut que j'ai des dénominateurs communs, il faut que j'ai des points d'affinité avec ces personnes. Donc, soit c'est des gens qui ont déjà fait qui font le métier que j'ai déjà fait. C'est le cas le plus fréquent, ou qui travaillent sur des problématiques sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Soit c'est des gens qui travaillent dans des industries dans lesquelles j'ai déjà travaillé. Soit c'est des amis d'amis. Et je sais que mes amis vont me recommander auprès d'eux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le niveau de zoom numéro 2, le marché adressé. Et une fois qu'on a ce marché adressé, on va pouvoir définir la cible qu'on vise vraiment. Et ici, c'est plutôt des conseils que je vous donne, c'est de dire finalement, résister aux sirènes du purement quantitatif. C'est-à-dire que faire du chiffre pour du chiffre, en termes de chiffre d'audience, de volume de mails envoyés, d'avoir des followers, etc., bah, c'est pas forcément la clé. D'accord? Parce que ce qui est la clé, c'est l'engagement, c'est la discussion, c'est les interactions que vous allez avoir avec les gens. Et finalement, bah, tout n'est que dans l'engagement de cette audience. Ensuite, le numéro 2, le conseil, c'est d'aligner business et affinité personnelle. C'est-à-dire, ne mentez pas sur vous-même, ne mentez pas par rapport à votre propre réseau, et ne mentez pas sur votre capacité à investir tel ou tel terrain de jeu. Je prends l'exemple d'une consultante qui est allée sur un terrain de jeu qu'elle maîtrisait pas du tout, qui a dépensé des milliers d'euros, vraiment des grosses sommes dans le marketing, dans son site web, etc., etc. Et elle s'est rendue compte 6 mois plus tard et une faillite derrière que finalement, bah, les gens qu'elle adressait, elle les connaissait pas tellement bien que ça, et c'était plus des dirigeants avec qui elle n'a jamais vraiment sympathisé, quoi. Et le dernier, c'est les efforts sur la capacité à convaincre, c'est de dire que finalement, la seule chose qui compte pour cette première étape pour la cible, c'est de dire finalement combien de personnes vous devez rencontrer pour signer un contrat. D'accord? On dit, bah, je sais pas, vous avez un contrat moyen qui est entre 1500, 2500, 3500 euros. Et vous dites, OK, en fait, pour signer 2500 euros, combien il faut que j'ai rencontré de personnes? Si vous devez rencontrer 25 personnes pour signer 2500 euros, vous avez un gros problème. Si vous rencontrez 2 ou 3 personnes, vous avez super bien fait votre travail. Et la vérité, elle se trouve entre les deux. Voilà. Donc, mais c'est ça le sujet, et vraiment la pertinence de consultant, elle se juge sur quel est le nombre de personnes que vous devez rencontrer pour signer. Et toute la stratégie, elle est là. C'est de dire, est-ce que les gens que vous avez en face de vous, vous les avez suffisamment qualifiés, ou est-ce que vous tirez sur tout ce qui bouge en termes de prospection? Et cet effort-là, on peut que le faire à partir du moment où on a une cible qui est précise et pas un chef d'entreprise. C'est un truc un peu, j'appelle ça tarte à la crème, quand il y a des consultants qui me disent, ben, moi, mes clients, c'est des chefs d'entreprise qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. OK, mais donc 100% des dirigeants veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Donc en fait, ta proposition de valeur ou ton argumentaire, il est pas top, quoi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce zoom numéro 1, la étape numéro 1, pardon, c'est de dire, avoir la sagesse de prendre son marché adressable, choisir ses renoncés, et de dire, en fait, sur tout ce marché adressable, je vais me concentrer mes efforts sur eux,
Et les autres, ça ne veut pas dire que je ne les traite pas. Ça veut dire que je ne vais pas concentrer mes efforts sur eux. Ça veut juste dire qu'ils pourront venir de manière, on appelle ça par capillarité, mais de autres, on peut les traiter, etc., etc. Donc, on ne se ferme pas les portes. Par contre, on a un discours qui est clair, net et précis par rapport aux gens avec qui on a le plus de chances de signer. Et les gens avec qui on a le plus de chances de signer, c'est des gens qu'on connaît bien et pour lesquels on peut anticiper des besoins. Donc ça, ça va être l'étape numéro 2. Et c'est là où je fais un petit aparté et je vous demande si vous avez des petites questions par rapport à tout ça. Ça va, merci. Ça va, ça va. C'est clair. C'est clair pour tout le monde? J'ai une petite question, Sylvain. Quand tu disais tout à l'heure, il ne faut pas échanger avec 25 personnes pour faire un contrat à 2500 €. En fait, comment expliquer? On cible d'abord les personnes, on sait exactement qui on va voir, et en gros, les personnes qu'on a sélectionnées, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 3 ou 4 avant de signer un contrat. En fait, la logique, c'est la suivante. C'est un exercice que je fais toujours quand on fait des accompagnements. Donc là, vous vous mettez dans les conditions. C'est parti. Donc, vous rentrez dans une pièce. D'accord? Vous êtes invité à une soirée, la soirée de l'ambassadeur, peu importe. Et dans cette pièce, vous avez 100 personnes, 100 dirigeants d'entreprise. D'accord? Sur ces 100 dirigeants d'entreprise, vous n'avez que le droit de parler avec 10. D'accord? Et sur ces 10, il faut que vous signiez 3 contrats, sinon votre boîte, elle fait faillite. D'accord? En fait, vous n'avez que le temps de discuter avec 10 et vous avez le couteau sous la gorge, vous êtes obligé d'en signer 3 sur les 10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les critères d'élimination des 90 avec qui vous n'aurez pas la volonté de parler parce que ce n'est pas ceux où vous avez le plus de chances de signer derrière. Et c'est là que l'exercice qui est méga dur pour des gens quand on est en stade entrepreneurial et on cherche à faire du chiffre d'affaires, c'est que c'est un biais cognitif, c'est qu'on va plutôt se projeter sur quels sont tous les gens avec qui on pourrait faire des affaires, plutôt que se dire, OK, maintenant, si je devais prendre 10% de mon marché pour être sûr et certain que je signe derrière, qui c'est que je dégage? Et plus on arrive à faire à cet exercice de renoncement, mieux on se positionne et plus on a de chances de signer derrière. Mais c'est vraiment un biais, c'est que la plupart des gens font la même erreur, c'est qu'en fait, ils se disent, ouais, en fait, je peux faire plein de trucs dans tous les sens, je peux m'adapter, je peux mettre mes compétences au service de la boîte, etc. etc. Et c'est là où on est dans une posture de la demande. C'est-à-dire, c'est là où, dites-moi vos enjeux, je vais voir ce que je peux faire pour vous. D'accord? Donc, c'est presque une posture salariale. C'est un moment, il y a un dirigeant qui a des enjeux, et puis vous allez faire ce qu'il vous demande de faire. Tandis que, et ça, c'est le gros du marché. Tandis qu'à un moment, une approche qui est différente, c'est une posture de l'offre et pas de la demande. C'est dire, cher client, je vous connais suffisamment bien pour savoir que vous avez ces enjeux-là sur la table. Je vous propose ça, ça et ça et ça. Est-ce que vous montez dans ma voiture ou pas? D'accord? Et c'est là l'exercice. C'est un exercice que peu de gens osent faire au début parce qu'il faut bien connaître son marché, il faut être sûr d'affiner, etc., etc. Mais finalement, si on prend même notre exemple à nous, Gilles et moi, quand on a développé la boîte Clever, finalement, là, on est dans une démarche où on dit, cher client, nous, on offre ça, est-ce que tu veux bosser avec nous? Mais c'est pas, dites-moi vos besoins, je vais voir ce que je peux faire pour vous et tout, parce qu'on connaît tellement bien nos clients et on connaît tellement bien leurs enjeux qu'en fait, on devance leurs propres attentes. Et c'est là où on rentre dans quelque chose. Et là, après, c'est quelque chose. Ça fait 15 ans que je fais du conseil, donc c'est des logiques qui se font au fur et à mesure des années. Mais c'est juste tout de suite aller dans la bonne direction et à se dire, en fait, il faut que je rentre plutôt dans une dimension verticale que horizontale. Il vaut mieux diversifier plein de sous-sujets sur un petit terrain de jeu
que de faire hyper large et finalement on dilue complètement sa proposition de valeur, on dilue complètement son discours et c'est plus compliqué, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Alors, je vais retourner à côté. Je repartage mon écran. Donc là, c'est bon, j'y vais. Et donc oui, cet exercice, il est toujours bien. Tu rentres dans la salle, il y a 100 personnes. Et tu as le droit d'en parler avec 10. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que je raconte à ces 10 personnes si je dois me présenter? D'accord? C'est vraiment... Donc là, c'est le positionnement. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote. On a fait vraiment, dans la vraie vie, ce retour d'expérience avec quelqu'un qui est arrivé dans une salle, qui était le dernier à une table de je sais pas, 15-20 personnes, je sais plus. Et en gros, bah, il est arrivé et puis les gens lui ont demandé, bah, tu fais quoi dans la vie? Et là, la personne, c'est le meilleur pitch que j'ai jamais entendu. La personne a dit, ben, en fait, je suis menuisier. Je travaille avec des propriétaires d'appartements haussmanniens en région parisienne ou des gens qui ont des appartements dans les stations de ski avec des milieux très étroits ou ambigus, enfin exigus. Et c'est des gens qui doivent vraiment optimiser leur surface au sol. Et je produis pour eux des mobiliers hyper innovants qui leur permettent de décupler leur espace de manière créative. Voilà. À ce moment-là, quand la personne a fait le sujet, a présenté son offre, il y avait 2 catégories de personnes autour de la table. Il y avait les gens qui n'avaient pas d'appartement de petite taille et qui ont dit « Ah oui, c'est intéressant ce que vous faites. » Voilà, merci, au revoir. Donc leçon numéro 1, quelqu'un qui dit que ce que vous faites c'est intéressant, s'en fout complètement de ce que vous faites. Ou alors, voilà, mais il ne sera pas acheteur. Et les gens qui avaient un appartement au ski ou qui avaient un appartement en région parisienne ou à Bordeaux ont demandé quelle typologie de mobilier ils faisaient. Et donc, ils commencent à rentrer dans le « Ah ouais, c'est intéressant, qu'est-ce que tu fais ?» Et donc là, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, en exactement 20 secondes, ce monsieur, il a réussi à caler complètement et à verrouiller l'attention des gens qui sont ses clients potentiels. C'est-à-dire qu'il est arrivé à table, il a dit « Zoom numéro 1, voici mon métier et voici la manière dont je travaille. Voici le cadre dans lequel je m'inscris, petits appartements, optimisation d'espace, et ici, décupler le potentiel de la surface habitable par rapport au prix, au loyer, etc. D'accord? Donc, c'est en 20 secondes et à verrouiller. Et c'est là où on attend aussi d'un professionnel, et surtout dans le conseil, qu'en 20 secondes, on dit, ben voilà, moi je suis consultant, je travaille principalement avec des profils ABC qui ont des problématiques de blablabla, et moi je les aide à blablabla. Tous ceux qui ne sont pas concernés vont vous dire que c'est intéressant ce que vous faites, et tous ceux qui sont concernés vont peut-être vous poser des questions très précises sur la manière dont vous le faites. Vous voyez la différence? Donc c'est vraiment ça le sujet. Et donc quand on dit clarifier le positionnement, on a les domaines d'expertise. D'accord? Donc au fait, votre positionnement, c'est quoi votre métier? D'accord? On ne peut pas dire les gens qui marquent sur les gens qui marquent sur LinkedIn, je suis start-upper, conférencier, prof, je sais pas quoi, ils ont 5 trucs ou 10 trucs différents. En fait, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas vraiment de métier, quoi. Et c'est toujours bien, et les gens ont beaucoup plus confiance et ont plus de la capacité à signer quand on dit voilà, moi je suis expert en, ou je suis consultant en, ou je suis ingénieur en, ou peu importe. En fait, c'est quoi votre métier? Et déjà, dans le monde du conseil, il faut déjà être convaincu avec soi-même de son propre métier, ce qui n'est pas une mince affaire, et ensuite de convaincre ses prospects, ses clients du métier qu'on fait. D'accord? Donc la personne qui arrive dit « je suis menuisier », déjà, ça pose le décor. Quelqu'un qui dit « je suis consultant en management », ça pose le décor. Quelqu'un qui dit « je suis enseignant en machin », ça pose le décor. Donc déjà, on pose le décor. Les centres d'intérêt, les expérimentations, donc c'est de dire bah, finalement, quelles sont vos expériences, quels sont les sujets avec lesquels vous avez le plus d'affinité,
et votre expérience, quels sont les sujets où finalement c'est ce qui fait que vous êtes fort dans votre domaine. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le zoom numéro 1. Le terrain de jeu sur lequel vous jouez. Ensuite, on a les enjeux de votre cible. C'est-à-dire, je suis menuisier, j'aide les gens qui ont un immeuble haussmannien ou un appartement au ski à optimiser leur espace. C'est un objectif très concret. Et donc là, on dit, OK, objectif concret. Votre client, c'est qui et pourquoi est-ce qu'il a besoin de vous? D'accord? Et donc, les enjeux, c'est quoi? C'est soit des objectifs à atteindre, soit c'est des points de blocage à un problème rencontré. Donc, l'objectif, c'est que, par exemple, je désire augmenter ma surface au sol, là, pour l'exemple du menuisier. Le point de blocage, c'est que je trouve rien ou l'ensemble des trucs sur le marché, c'est moche. C'est un exemple débile. Hein. Et les frustrations, c'est que finalement, j'ai l'impression de perdre de l'argent parce que j'arrive pas à optimiser mon espace. Donc c'est une frustration, un point de blocage. Mais ça fait suffisamment mal pour qu'on puisse investir dans ce menuisier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... on reprend, le zoom numéro 1, c'est quel est votre métier et qu'est-ce que vous faites. Numéro 2, c'est quels sont les enjeux de vos clients. Où est-ce que vous les emmenez et pourquoi est-ce qu'ils vont vous recommander. Et le zoom numéro 3, c'est finalement pourquoi est-ce qu'ils vont travailler avec vous. Et si on synthétise à mort le sujet, soit ils n'ont pas le temps de faire ce que vous allez faire, soit ils n'ont pas les compétences, soit ils n'ont pas envie. Mais souvent, c'est rarement autre chose que ces 3 sujets. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait appel à des prestataires, pourquoi est-ce qu'on fait appel à des consultants? Soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas envie, soit on n'a pas les compétences en interne. Ça reste toujours un des 3 sujets. Et il faut être à l'aise dans vos offres en disant, là, par exemple, j'ai discuté avec une consultante l'autre jour qui me disait, en fait, je me rends compte que toutes mes offres, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de le faire parce que c'est chiant et ils me le filent, mais à un moment, moi j'aime le faire et c'est ce qui fait qu'on a un arrangement parce que j'aime faire quelque chose que eux n'aiment pas faire. Et c'est là où il y a une entente. D'accord? Et il faut être à l'aise avec ça parce que finalement, ici, on a un dirigeant qui n'a pas le temps, qui doit faire un max de trucs et il n'a pas le temps de s'en occuper. Soit il dit, en fait, je ne sais pas le faire et je vais mettre beaucoup trop de temps aussi pour le faire si je dois m'y mettre. Et là, finalement, je n'ai pas envie de le faire. Donc, je paye quelqu'un qui va le faire à ma place. D'accord? Donc là, zoom numéro 2. Est-ce que par rapport à ces sujets, vous êtes en phase sur pas le temps, pas envie ou pas les compétences? Est-ce que ça rebondit un peu à vos différentes offres de services à vous? Yes. Merci Sylvain. Il est oui, yes. Donc c'est vrai, c'est ça le truc et on a je pense que c'est ça la complexité et le fait de pouvoir se présenter et d'assumer le fait de dire, par exemple, si on prend l'exemple de ce menuisier là, le mec il aurait pu dire je suis menuisier et si tu as un projet de menuiserie, je te fais ce que tu veux. Mais en fait, les gens, ils n'auraient pas rebondi parce que c'était pas suffisamment concret. Et même vous, demain, il y a un mec qui vient à une table, il dit, moi, je suis menuisier, je te fais ce que tu veux. En fait, on doit se projeter de dire, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui fasse faire, comment, machin. Tandis que si la personne, elle vient et elle dit, OK, je suis menuisier et je te fais ça exactement, je t'enlève cette épine du pied. Si tu as cette épine dans le pied, autant dire que tu vas vite discuter avec lui. Mais il faut avoir le courage, l'audace et c'est un espèce de charisme aussi, de dire, en fait, je fais ça. Et c'est tout. Et je m'adresse à ces gens-là. Et finalement, il vaut mieux un petit terrain de jeu qu'on maîtrise à fond. Et on sait exactement tous les gens qui ont des appartements en station de ski, je vais faire ma pub que chez eux. Parce que vous êtes à peu près sûr que si vous faites cette pub avec ces gens qui ont ces petits appartements, vous avez 10 fois plus de chances de transformer
que si vous envoyez une lettre qui dit « je fais tous travaux de menuiserie » à des milliers de personnes. Parce que les gens, ils ne sauront même pas quoi vous faire faire, en fait. D'accord? Et c'est là où, à un moment, l'offre de service, on n'est plus dans du salariat, on n'est pas dans de la prestation simple. C'est qu'à un moment, c'est de dire qu'est-ce qu'on vous achète. Au fait, qu'est-ce que vous vendez au travers de votre service? Où est-ce que tu m'emmènes? D'accord? Et quelle valeur tu crées pour moi? Donc ça, c'est vraiment un truc clé. Je reprends ma petite présentation et je vais passer à la suite. Ensuite, on va avoir une partie de discours. D'accord? Le discours, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez bien calibré votre cible, votre positionnement au sein de cette cible, vous allez pouvoir en parler. Et vous allez pouvoir utiliser les mots qui touchent les bons mots. Et donc, ces mots, ils vont adresser 3 sujets. Au fait, c'est quoi les enjeux que vous visez? Donc, le pitch, en fait, là, c'est vraiment cet exercice de pitch. C'est dire, je m'adresse à telle et telle cible qui ont tels objectifs à atteindre et qui rencontrent telle problématique pour atteindre leurs objectifs. Soit ils n'y arrivent pas, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas les budgets, soit peu importe. D'accord? Donc, finalement, c'est qui c'est que j'adresse, où est-ce qu'ils veulent aller et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en voulant y aller. OK? Ça, c'est les enjeux. Ensuite, vous, votre solution, c'est de dire, OK, moi, je permets de dupliquer ou de démultiplier l'espace perdu dans les petits appartements avec du mobilier innovant. D'accord? Sa proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous faites? Et la proposition de valeur, dans un monde du consulting où vous avez vraiment énormément de bouche à oreille qui fonctionne, c'est pourquoi est-ce qu'on vient vous chercher? Pourquoi, je prends l'exemple de Sylvain, pourquoi est-ce qu'on vient chercher Sylvain? Pourquoi est-ce que je recommanderais Sylvain à quelqu'un d'autre? Si je suis dans un bus, je suis en train de discuter avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui me raconte un problème et je dis « Ah, bah, tu as ce problème-là, et ben va voir Sylvain. » C'est quoi le problème? Et tant qu'on n'a pas ça en tête, finalement, on reste une ressource et il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée parce qu'on ne sait pas sur quoi on se fait recommander. Et c'est ça qui joue et c'est là où l'activité démarre pour de vrai. C'est quand les gens, ils ont clairement en tête, déjà vous, et ensuite les gens ont clairement en tête pourquoi est-ce qu'on vient me chercher, pourquoi est-ce qu'on vient me recommander et quelle est la valeur que je crée dans la boîte. D'accord? Par contre, ça ne vient pas sur un claquement de doigts, je suis d'accord. Mais si on ne commence pas à le travailler avec beaucoup de sérieux, ben, ça ne viendra jamais. Donc c'est vraiment un sujet, il faut le travailler, ça se fait en semaines, en mois, trimestres, semestres, années. D'accord? Mais c'est un truc, ça se distille jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise. Et forcément, votre version 1, elle sera toute pourrie. Et là, ceux qui ont fait l'accompagnement avec moi, ils ont vu que finalement, c'est quelque chose qui est long, et les gens sont à peu près à l'aise à la V11. D'accord? Donc, c'est à partir de... Déjà, il y a tout cet exercice qui est de dire, OK, à qui je m'adresse, etc., etc. Et quand on vient formuler, en fait, la manière dont on présente son activité, il y a la V1 qui dit, voilà, c'est ma phrase, je me présente. Et les gens sont contents plus que 10. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de refonte, de dire, OK, oui, c'est très simple. Ce matin, par exemple, on avait une dame, elle faisait des phrases hyper longues. Et en fait, elle racontait plus ce qu'elle savait faire plutôt que des problèmes de son client. Et donc, en gros, dès qu'elle est en avant-vente, elle fait que parler d'elle. Et le client est là, OK, mais vous êtes gentil, mais à un moment, est-ce qu'on peut parler des problèmes dans ma boîte, là, s'il vous plaît? Parce que c'est pour ça que j'aimerais vous payer. Et elle ne fait que parler d'elle. Elle parle de son passé, de ses expériences, de ce qu'elle a fait dans sa boîte, machin, comme si elle passait un entretien d'embauche. Et là, on n'est pas du tout en train de faire un entretien d'embauche. C'est quelqu'un qui achète un produit et qui a besoin de savoir où est-ce que vous allez l'emmener et est-ce que ça l'intéresse, ce produit.
D'accord? Donc, c'est bien ça la proposition de valeur. Et il faut être à l'aise avec le fait qu'il vous faut un petit carnet, un petit papier, et qu'il faut marquer sur le petit papier, OK, c'est qui ma cible, c'est quoi les objectifs de cette cible, c'est quoi les problématiques, et comment je crée de la valeur pour eux. Voilà, et ça, il faut être à l'aise, il faut le faire, distiller. Une fois qu'on a sa proposition de valeur qui est claire, on arrive sur la méthode. Et le monde du conseil, c'est un monde virtuel. C'est-à-dire que c'est une méthodologie qu'on vend, un savoir-faire, etc., etc. Et on le sait tous, c'est les enfants qui ont peur dans le noir. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, d'accord, ou ce qu'on ne maîtrise pas. Et un client, il va toujours avoir peur de vous parce qu'il ne vous connaît pas et il ne sait pas où vous allez l'emmener. Donc on a toujours peur de l'inconnu. C'est sûr, on peut même, quelle que soit la confiance, les gens ils vont toujours se méfier. Est-ce que si vous avez une approche méthodologique et que vous êtes à même, quand vous faites une revue client, par exemple, ce menuisier, par exemple, qu'on raconte, je vais le prendre pendant toute la session, il peut très bien dire, bon ben voilà, en fait, je viens sur place, ou vous m'envoyez des photos, on regarde les endroits où il y a le plus de potentiel, je vous fais 3 maquettages de concepts et je vous montre ce que j'ai déjà fait chez les autres, vous sélectionnez ce qui vous va le mieux, on fait un premier projet, vous le validez, on le produit et je viens vous l'installer. D'accord? À partir du moment où les gens ils ont entendu ça, il n'y a plus trop de doutes sur comment va se passer le projet, parce qu'il leur a dit de manière très très simple. Et beaucoup de consultants, en fait, ils oublient cette phase rassurante qui est simple, mais parce qu'eux-mêmes ne savent pas trop comment ils vont le faire, parce qu'ils sont sur tellement de terrain de jeu que leur approche, elle n'est pas structurée. Et donc, finalement, un sujet qui est rassurant, c'est de dire, bon ben voilà, finalement, je vais arriver, on va faire l'étape A, B, C, D, E, F, G, H, et à la fin de ça, vous aurez telle et telle valeur créée pour votre boîte. D'accord? Donc ça, c'est l'approche méthodologique, et il ne faut pas oublier que finalement, 50% des ventes sont loupées parce que les gens n'ont pas d'approche méthodologique claire et que le client, il est obligé d'attendre 3 jours parce qu'il se rend compte, s'il doit attendre, il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de méthode et que les gens, ils rentrent vite chez eux et ils inventent une méthode pour le projet. Et ça sent pas bon. D'accord? Donc, et ils le savent très bien, les clients, que ça sent pas bon. Donc, le sujet, c'est vraiment affiner pour avoir une petite méthodologie qui est bien à vous. Et ensuite, bah, finalement, je t'amène ici, voici comment je m'y prends, voici combien ça coûte. Et la tarification, bah, on peut la décliner de différentes manières. Soit c'est de la tarification au forfait, soit c'est de la tarification en régie. D'accord? Donc ça, c'est un autre sujet, on aura peut-être le plaisir d'en discuter à l'occasion. Mais c'est la manière dont vous tarifez. Est-ce que vous faites une facturation tous les mois qui est la même? Est-ce que vous avez un objectif et que finalement, si vous atteignez l'objectif, vous avez un gros chèque qui tombe, etc., etc. Donc ça, c'est plein de méthodes d'ingénierie, de prix qu'il faut faire derrière. D'accord? Ensuite, derrière, il va falloir justifier votre prix. Parce que le fait de mettre un prix et d'avoir une méthode, bah, si on a bien bossé et que quelqu'un d'autre l'a fait à votre place, jusqu'ici, tout va bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, en fait, bah, il y a des gens comme moi ou comme Gilles ou comme d'autres personnes qui, en fait, des fois, bah, on peut tricher là-dessus. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent un peu vous pré-concevoir des approches, des méthodes, etc., etc. Et à un moment, il va falloir justifier tout ça, et notamment lors des soutenances. Et c'est là où, finalement, bah, c'est les sujets sur lesquels on ne peut pas trop tricher. C'est justifier de votre expérience, de vos anciens clients ou de votre ancienne expérience professionnelle. Donc là, ça élimine tous les gens qui se sont auto-improvisés experts sur un sujet sur lequel ils n'ont jamais travaillé. L'approche, donc en quoi on a une approche méthodologique qui est vraiment ultra structurée, professionnelle, on voit qu'il y a des retours d'expérience d'autres entreprises, etc., etc. Ce qui se fait avec les années, où ça se rôde au fur et à mesure. Et derrière, c'est quoi le retour sur investissement de votre intervention? D'accord? Donc ça, c'est vraiment un truc clé. Le ROI, finalement, le retour sur investissement, il peut être de différents ordres. Et
Et si je prends un exemple bête et méchant, il y a un des ROI qui est de dire, bah, finalement, est-ce qu'il y a un ROI ou pas? Et quand j'entends ROI, c'est de dire, est-ce que finalement les gens qui vont travailler avec vous, en tant que personne, vous constituez une dépense ou est-ce que vous constituez un investissement? Et c'est là où c'est un vrai sujet parce que finalement, si vous êtes une dépense, le levier principal de négociation, ça va être combien tu factures à la journée, est-ce que ça m'intéresse ou pas, et tu as ton copain qui fait moins cher, est-ce que tu t'alignes, etc., etc. Donc c'est une dépense. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui vous paye pour faire un job, mais vous n'avez pas trop choisi ce qu'il faut faire, vous n'avez pas trop eu la force de proposition de dire, OK, je t'emmène là, 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 etc., etc. Et donc, c'est de la prestation de service. Et cette prestation de service, en fait, le levier de discussion, c'est la personne que j'ai en face de moi, combien elle coûte, et le jour où je trouverai quelqu'un qui fait la même chose et qui est moins cher, t'inquiète pas que je prendrai la personne qui fait la même chose et qui est moins cher. D'accord? Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est là où c'est quelque chose, au début, c'est bien, mais il faut vite partir de ça parce que c'est super dangereux comme jeu. Et ensuite, le deuxième jeu, c'est dire, est-ce que en fait, la personne, elle investit dans moi et ce que je fais chez cette personne, c'est un investissement. C'est-à-dire, ce matin, une personne qu'on a suivie, elle s'occupait de faire des financements de formation. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui faisait qui est spécialiste du financement de formation et ses clients, c'est des centres de formation. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait toute l'ingénierie pour que les parcours de formation soient certifiants et elle vend ça. Et au début, elle vendait de la charge. C'est de dire, OK, mais en fait, je viens chez toi tous les vendredis et en fait, je traite les dossiers en cours, machin. Voilà. Et ça tourne, en fait, ça tourne. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de levier. Et donc là, maintenant, ce qu'elle propose, c'est qu'elle dit, OK, c'est simple, grâce au financement par les organismes de formation que je vais te mettre en place, tu vas avoir 30% de signatures en plus. Parce que ça va être financé par les organismes de formation. Et en fait, moi, ce que je te demande, c'est que ça va te coûter 5 000 euros, mais que ces 5 000 euros, finalement, au bout de 3 mois, eh ben, ils seront rentabilisés. Donc en fait, c'est un investissement que j'ai fait. Et le dirigeant, il réfléchit de manière complètement différente parce qu'il va dire, en fait, ouais, donc cette personne, Delphine, eh ben, c'est pas une dépense fixe tous les mois ou toutes les semaines que je lui file. En fait, c'est que je mets un ticket et que je sais très bien quand je mets ça, moi, je gagne ça derrière. Et c'est là où en fait tout le monde est gagnant parce que plus Delphine, elle va faire de contrats, plus elle va gagner d'argent. Et le dirigeant, il est super content parce qu'il sait que finalement, ben, Delphine, elle va s'arracher pour que lui aussi fasse un maximum de chiffres. D'accord? Et c'est là où la prestation de Delphine, c'est devenu un investissement. C'est plus devenu une dépense récurrente. Et c'est là où ça joue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que n'oubliez pas que, en fait, bah, vos clients, c'est des dirigeants. Et n'importe quel dirigeant, finalement, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est à la fin du mois ou à la fin de l'année, c'est quoi son résultat? C'est quoi l'augmentation de son chiffre d'affaires? C'est quoi les coûts qu'il a derrière, etc., etc. Parce que c'est ce qui fait tourner sa boîte et que si un dirigeant ne réfléchit pas comme ça, ben souvent, c'est que ce n'est pas forcément un bon dirigeant, quoi. Et il y a l'aspect humain qui est ce qui va faire la différence. Mais finalement, quand il s'agit de verrouiller l'attention chez un client, la proposition de valeur, c'est quand même je vais t'aider à faire mieux ou je vais t'aider à. Enfin, ça reste. Il y a toujours une incidence un petit peu financière. Même, je prends un exemple là, c'est une copine à moi qui fait le bien-être au travail. Et en fait, on pourrait se dire, en fait, le bien-être au travail, il n'y a pas de fric là derrière.
Parce que comment tu veux faire voilà. Et en fait, ben, finalement, comment est-ce qu'elle le vend? Elle dit, ben voilà, ben, si on met des politiques, les gens sont vraiment à l'aise dans leur boulot, ils savent où ils vont, ils savent comment ils sont encadrés, etc., ben, il y a un taux de rotation qui est moins élevé. Et vu que ça coûte 6 000 € de faire un recrutement, et ben, en fait, ça fait économiser un fric monstre parce que elle coûte 5 000 € par mois à la boîte et qu'elle évite 2 à 3 départs par mois des équipes. Donc, en fait, en payant 5 000, ils économisent 15 000. D'accord? Et c'est que, même le bien-être au travail, c'est que des calculs à un moment où il faut savoir pouvoir justifier de ce qu'on fait. Des fois, c'est plus ou moins compliqué parce que comment tu veux savoir qu'il y en a 3 qui vont partir? Enfin, c'est très compliqué, mais finalement, la personne qui doit justifier l'investissement ou la dépense dans le consultant ou dans la prestation de service, bah, c'est quand même ce qu'il va retenir, quoi. C'est ce qui va permettre de justifier. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a du mal à cibler ou visualiser la manière de valoriser un peu cette prestation ou la valeur qu'on peut créer par rapport au terrain de jeu? Alors, je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'on peut mettre des mains levées ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tout le monde est encore là? Ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Je vois que Sylvain, en fait. Ouais, Thomas, c'est bon. Bravo, Thomas. Et est-ce que, en gros, ben voilà, Erika, merci. Ouais, le truc, c'est est-ce que vous êtes déjà à l'aise? Alors là, on va faire un lever de main ou un oui. C'est qui est à l'aise avec son terrain de jeu, en disant en fait mon terrain de jeu il est suffisamment précis pour que je puisse m'y occuper bien, ou on va dire qui c'est qui n'est pas à l'aise avec le terrain de jeu? Moi, en tout cas, concernant mon terrain de jeu, j'ai réussi à le préciser. Et voilà, j'ai pas de souci avec ça jusqu'à maintenant. Et c'est quoi le terrain de Je jeu? sais. Moi, ça concerne la restauration. Ok, oui, ben là, tu peux pas être beaucoup plus précis, là. Donc, j'apporte mon expertise. Enfin, j'étais business consultant chez McDonald's. Et Ouais. maintenant, comme je me suis installé sur l'île récemment, donc mon idée, c'est d'apporter mon expertise dans le domaine de la restauration afin de gérer au mieux le PNL des gérants et faire en sorte que voilà la rentabilité elle suit, que des idées nouvelles émergent et de faire en sorte que voilà moi c'est vraiment enfin je sais vers où je vais, mais c'est de d'abord créer mon réseau et ensuite travailler mon relationnel et mon pitch, en tout cas mon speech. Ok, merci beaucoup Thomas. Ouais. En tout cas, c'est clair, oui, c'est très clair. Erika? Ah, il n'y a pas le micro, Erika. Je ne sais pas encore lire sur les lèvres, ça va venir, hein. Mon terrain de jeu est très précis, c'est les assurances, formatrice en assurance, donc un domaine très délimité, puisque je ne vais cibler que les organismes de formation, enfin je cible déjà les organismes de formation qui dispensent les BTS en assurance par exemple, et également les courtiers, les assureurs. C'est très ciblé. Ok, merci. C'est assurance de personnes, protection sociale, assurance dans son ensemble et réglementation en assurance. Ok. Sylvain, toi, c'est quoi ton terrain de jeu? Moi, c'est plutôt les industries en fait, toute industrie qui a la production a priori, fabrication en tout genre. En fait, assez récemment, j'étais encore trop large en fait sur ce terrain de jeu. Je visais également les constructeurs parce que j'ai fait un peu de calcul en construction et en fait, j'ai un peu plus réduit. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. J'ai commencé à vraiment réduire mon périmètre. terrain de jeu. Ouais, mon périmètre, parce que le problème, c'est que je visais très large et en fait, ça partait un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que j'avais un discours qui était trop large, en fait. Donc là, je suis en train c'est ce que je fais là en ce moment, de réduire ce périmètre. Et donc voilà, pour me concentrer sur les industries. Le problème, c'est qu'à La Réunion, des industries, il n'y en a pas des masses.
Donc, ça réduit encore un peu le périmètre, malgré moi, on va dire. Donc l'exercice des 100 personnes, tu y arrives nickel, c'est bon. Ça, ouais, ça devrait T'as pas le y arriver choix. assez Il n'y a que facilement. 3. Ouais. Ouais. Il n'y a que 3 mecs. À peu près ça. 100 entreprises potentielles ici, donc ouais. Ok, merci. Sophie, Bruno et Olympe, ils sont là ou ils sont plus là? Oui, Olympe, Sophie, on sait que t'es là. je suis là, ouais, j'ai une mauvaise connexion, mais vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Oui, super. Bah, moi, c'est un projet de mise en place avec deux, trois autres personnes avec qui on est en train de monter ce projet-là. Donc, on est en train de cogiter ensemble. Le secteur d'activité, c'est le tourisme, c'est le secteur touristique, les entreprises privées qui on cible des PME, des TPE, voire PME, plutôt moins de 10 salariés. Et l'idée, c'est de les accompagner et pour améliorer tout ce qui concerne l'accueil, le service, le design de l'entreprise, le parcours client, en quelque sorte, dans ces entreprises. Ok. Donc, ça rejoint un petit peu, quelque part, le volet de Thomas, qui est ciblé restauration. Voilà, nous, on va dire, c'est ciblé en priorité, pas forcément uniquement un secteur d'activité, mais plutôt des très petites entreprises. Ok, c'est de l'expérience d'achat du client, quoi. Enfin, l'expérience client. Client. Et Ouais. l'expérience client tout court, j'arrive faire un peu le parcours client depuis l'achat, l'arrivée sur le site, le départ, voilà, comment tout ça se passe et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans son parcours. Ok, très clair. Merci beaucoup, Sophie. Et Bruno et Olympe? Ouais, Bruno, il a enlevé le micro. Allez, Bruno! Attends, on t'entend pas, Bruno. Tu viens d'enlever ton micro. Tu viens de le J'espère remettre. qu'il parle pas dans le vide chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Olympe. Vous m'entendez ou pas? Ça a réactivé. Oui. Pardon, j'ai été déconnectée. Je pense que j'ai compris la question de par les réponses. C'est le ciblage, hein, c'est ça la Ouais, question voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, TPE dans le secteur du commerce de biens et services, petite TPE, dont les gérants ont des profils plutôt techniciens, c'est-à-dire, je le dis pas comme ça, mais un peu paumés sur la partie pilotage. Donc, qui fonctionnent au feeling, au jour le jour, sans trop savoir où ils vont. Et voilà, ça c'est ma cible, mon marché dans le commerce. Vous êtes paumé? Je peux faire quelque chose pour vous. Ça, faut pas le dire, hein. Non, je le dis pas comme ça, mais c'est des profils qui sont conscients, qui sont comme ça. Donc, en fait, assez vite, tu peux l'aborder comme ça. C'est assez drôle, d'ailleurs. Ouais, bah là, alors si ça peut faire petit retour d'expérience, on a une dame là qui l'avait bien dit. En fait, elle a dit, moi, j'adresse tous les dirigeants autodidactes ou les professions réglementées pour qui la gestion ne faisait pas partie de leur formation initiale. Très bien. Et en fait, ça marche bien parce que c'est pas discriminatoire. C'est dire, mais en fait, c'est pas de ta faute si pour tes études ou pour ton profil, tu n'avais pas de la gestion dans ton cursus. Et maintenant, bah, tu as eu la chance de faire une réussite qui fait que tu as des problématiques de gestion et de management. Et je vais t'aider à rattraper le retard que tu as pu accumuler. Et en fait, c'est une proposition de valeur qui marche plutôt bien parce que c'est plus gratifiant, tu vois, de dire, bah, tu as réussi à faire tout ça avec ce que tu avais en main. Maintenant, on va vite rattraper le retard pour que tu fasses encore mieux. Et les gens, tu vois, ils sentent une projection, ils sentent que tu vas les emmener à aller encore plus loin, ils sont fiers de leur réussite. Et souvent, quand tu as l'aspect, tu les fais culpabiliser parce qu'ils sont pas assez bons sur un truc, en fait, ils ont plus tendance à te refouler. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais je le dis vraiment pas du tout comme ça, au contraire. Je sais. Mais oui, c'est complètement ça. C'est de valoriser là où ils en sont avec les moyens qu'ils avaient et de se dire qu'en fait, tout peut être beaucoup plus confortable au quotidien en ajoutant du pilotage et de la gestion. Ok. En tout cas, le nom de domaine je suis paumé.fr, il a déjà été pris.
Merde, je suis déçue. Ça marche pas. Je croyais. Merci beaucoup. Et Bruno? Oui, alors, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est le micro, ouais, désolé. Alors moi, je suis donc consultant en informatique. Ma cible, ça va être, enfin ma cible principale aujourd'hui, c'est les PME d'environ 50 personnes. Donc je vais adresser les chefs d'entreprise hein, et en fait les chefs d'entreprise qui ont soit une informatique qui ne fonctionne pas, soit qui galèrent avec leurs prestataires. Et je vais les aider en fait je vais les accompagner à transformer cette informatique pour arriver à quelque chose d'efficace qui leur permette d'être sereins et de se reconcentrer sur leur métier. Ok. Très clair. Alors, moi, j'ai un petit truc que je vais vous mettre devant les yeux et qui est ici. C'est sur la proposition de valeur. En fait, j'ai fait une petite phrase type. Alors, je vais essayer de partager l'écran avec vous, encore une fois. Hop, vous me dites quand vous voyez mon écran. Clac, clac. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Yep. Ouais. En gros, là, vous pouvez faire, si vous voulez, une petite copie d'écran. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. C'est l'ultra synthèse, finalement, que vous pouvez raconter en 20 secondes. C'est le modèle là le modèle du menuisier. En fait, c'est pas mal parce qu'il dit, voilà, ben, en fait, ça, c'est mon métier. Je travaille avec des entreprises qui ont pour ambition de… donc là, vu que c'est des entreprises, ben souvent il y a des postes, soit c'est le dirigeant, soit c'est un cadre, etc., etc. La problématique qu'ils rencontrent, d'accord? Cette problématique, en quoi ça le bride ou en quoi ça impacte son travail. Et ensuite, c'est de dire, en fait, vous, comment est-ce que vous l'aidez à résoudre ces problèmes? D'accord? Et une fois que vous êtes passé, ben, votre client, ben, finalement, il se rendra compte que ça, c'est plus clair, ça, c'est plus structuré, ça, c'est plus fluide, ça, c'est moins cher, etc., etc. Et on peut suivre, en fait, le fait que vous ayez bien fait votre intervention en fonction des critères A, B ou C. D'accord? Et ça, c'est un truc qui est hyper important parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu de RH derrière, mais c'est souvent le conseil qu'on donne quand tu veux recruter quelqu'un, c'est tu l'emmènes dans un restaurant soudanais ou un truc qu'il connaît absolument pas, comme ça il n'est pas dans sa zone de confort. Et tu regardes comment il réagit face au menu dans une langue étrangère avec que de la nourriture qu'il ne connaît pas. Et deuxio, en fait, tu le fais réfléchir sur comment est-ce qu'on va évaluer que tu as fait un bon job. Par exemple, Sylvain, je prends Sylvain parce qu'il a sa caméra, pas de chance. Sylvain, tu veux bosser pour moi et moi je te dis finalement, ok, mais je veux bien bosser avec toi, mais c'est quoi, à la fin de notre collaboration, qui va faire que oui ou non, tu as fait un bon job? D'accord? Et soit les gens, ils sont capables, c'est clair, net et précis, et ils savent très bien la valeur qu'ils apportent, et ils disent, ok, bah, clac, 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 clac. Soit ça reste un truc un peu hasardeux, etc., etc. Et donc, c'est pas, le terrain, il n'est pas autant maîtrisé que ça. D'accord? Et finalement, ce qui est valable en RH vaut aussi pour un acheteur de conseil. Quelqu'un qui est habitué à acheter du conseil, il va toujours lorgner un peu sur les métriques derrière en disant, mais en fait, la personne avec qui je bosse, est-ce qu'elle se rend compte vraiment de la valeur qu'il peut y avoir derrière ou des dépendances qu'il y a par rapport à la mission? D'accord? Et c'est là où on voit la maturité en fait des profils. C'est plus on est à l'aise avec ça et on est en train de dire ok, ben c'est simple, nous on va bosser ensemble et moi je t'apporte ça et toi ça va te faire gagner de la valeur comme ça ou ça va te permettre d'arriver à tel objectif.
c'est une relation qui est hyper saine parce que tout le monde sait ce qu'il a gagné. Il y en a un qui gagne de la croissance et l'autre qui gagne du fric. À un moment, il y a une collaboration, quoi. Et le truc, c'est que c'est là où finalement, ben, c'est ce qu'on appelle un stress test. Et les petites phrases là que je vous ai données, finalement, elles sont pas anodines. C'est-à-dire qu'on arrive à dire, OK, ben, ça c'est les gens que je vise, ça c'est les gens, ça c'est leurs problèmes, ça c'est les actes manqués qu'ils vont avoir, ça c'est la manière dont je les aide, et ça c'est le retour sur investissement de mon intervention. C'est ce qui permet de voir qu'on a bien bossé ensemble. D'accord? Et plus vous avez, vous, l'autorité de mettre ça sur la table avant qu'on vous le demande, plus vous avez de chances de convaincre la personne qui va être en face de vous. Parce que si vous arrivez en mode où la personne n'a pas l'info et qu'elle va mettre plusieurs jours ou je sais pas quoi à vous le demander, en avant-vente, c'est pas bon. Et c'est là où il y a un vrai sujet derrière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le petit retour d'expérience. Et vous avez eu le temps de faire votre petite copie d'écran là? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que on vient de raconter? Questions, améliorations, insultes, tomates, tout ce que vous voulez. Oui, moi j'en ai une, Sophie. Oui. Enfin, c'est un peu, disons, un complément à tout ce que tu as apporté, qui est très riche. Merci beaucoup d'ailleurs. Je dois vous quitter après rapidement parce que j'ai un autre rendez-vous. C'est toute cette information à transmettre donc et comment tu préconises de la structurer ou de la présenter justement aux entreprises, c'est-à-dire quel support on peut utiliser. Donc la rencontre c'est une chose, échanger oralement c'est une chose, mais quel support tu préconises pour souvent des fois ça commence, le premier contact peut commencer grâce à un support. Moi, ce que j'aime bien, mais là, c'est juste moi, c'est que ce ne soit pas d'un support de marketing. C'est-à-dire que dès que tu rencontres quelqu'un et la personne, elle te donne, même à un format dégueulasse, une méthodologie ou quelque chose qui va te permettre de te projeter dans une collaboration, ça t'engage beaucoup plus que quand c'est une belle plaquette qui dit regardez mon super cabinet avec mes super profils, on a des super diplômes, des super machins. En fait, ça ne te projette pas dans la collaboration. Et c'est ce que tout le monde fait. Et moi, je suis vraiment un partisan de dire on s'en fout du design, on s'en fout des petites paillettes, des machins, et on s'en fout finalement de la structure qui porte tout ça. C'est de dire c'est où est-ce que tu m'emmènes et est-ce que j'ai de la visibilité sur la manière dont on va bosser ensemble. Et en fait, j'ai tout de suite une valeur, c'est-à-dire que tu vas tout de suite créer de la valeur pour la personne que tu as en face de toi. Parce que plutôt que de faire de la pub sur une structure et de montrer comme tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tu vas donner de manière gratuite une première brique d'information qui va aider ton client à enlever son épine du pied tout seul. Parce qu'il va se projeter, il va faire ah ouais, c'est ça leur méthode, machin, je vais déjà essayer tout seul. Et souvent, ils n'y arrivent pas tout seuls. Mais ça permet de se projeter et tu crées tout de suite de la valeur. Parce que tu sais, quand on achète des produits ou des applications, on a tout de suite, on a ce qui s'appelle le freemium. En gros, tu as le truc gratuit et puis après, tu peux payer pour avoir plus de fonctionnalités. Et dans le conseil, ça ne marche pas. Et le seul moyen de le faire marcher dans le conseil, c'est de donner un peu de méthodo gratos. Parce que tu as vraiment l'expérience de l'expertise que tu partages de manière gratuite. Et si tu veux le mettre en place ou si tu veux plus de détails, eh ben, tu payes ou tu collabores. D'accord. Et je suis plus là-dedans que dans le fait des supports un peu institutionnels qui ne sont pas bien pour le métier du conseil, qui sont un joli petit site web, un machin. À un moment, il faut rentrer dans le dur et il faut montrer aux gens que tu es en face de toi que tu sais faire bouger les choses et tu leur montres comment tu fais bouger les choses. Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur. Mais c'est purement personnel. Ok, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, parfait. D'autres questions? Pas d'autres questions. Eh ben, on est tout bon alors. Vous pouvez aller siroter votre mojito tranquille. Il est quelle heure là? 5h. 17h30. 35. Ouais. 17h? Ouais, pas encore le mojito. Hein. Un peu tôt, hein. Ouais, un peu tôt, hein, tout doux. Hein. Sinon, vous avez une réputation qui va vous suivre. Hein. On est quand même mercredi. Hein.
Ça, je dis rien. Parce que Gilles, il a son apéro à 16h, c'est pour ça. Il fait froid à Chambéry. Et ils boivent du vin chaud déjà. Du Ok, GDP, eh ben, merci pour tout. J'espère Merci que à ça toi. vous a été utile. S'il y a quoi que ce soit, ben, vous avez tout ce qu'il faut pour nous joindre. Et surtout, vous avez le planning normalement qui vous est communiqué par Réunion Portage sur les prochains briefings qu'on fera. OK?